Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le jeu Star Wars Unlimited publié par Fantasy Flight Games en 2024. Dans cette vidéo, nous allons couvrir les règles complètes. Mais si vous êtes à la recherche d'une vidéo qui va droit au but, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Fait que je suis certain qu'il y a plein de vidéos qui vont expliquer en 10 minutes comment ça se joue. Moi, je vais prendre un petit peu plus mon temps parce que je vais comparer avec d'autres trading card games, puis je vais donner mon opinion une fois de temps en temps sur certaines mécaniques. Vous devez toujours, puis je vais couvrir la portion tu sais, qu'on appelle le constructed, là, où est-ce que vous bâtissez votre deck avec vos cartes, là. Vous devez toujours choisir un leader et une base. OK? Parce qu'en fait, je commence tout de suite de même. Le but du jeu, chaque joueur a une base en jeu, c'est de réduire les points de vie de la base du joueur adverse à zéro. Fait que c'est un peu différent que dans Magic, on s'attaque. Tu sais, on personnifie comme une espèce de sorcier, là, puis on s'attaque mutuellement, là. Là, c'est un peu plus indirect. Vous attaquez la base de votre adversaire, puis votre but, c'est de la péter, là. Fait que les bases commencent avec, dans le set de base, en tout cas, soit avec 25 points de vie, là, c'est le chiffre en haut à gauche, là, soit avec 25 points de vie ou avec 30 points de vie. Puis pour le moment, les bases Kitten qui n'ont aucune habilité commencent avec 30 points de vie. Puis les bases qui ont une habilité, comme Tarkin Town ici, là, commencent avec 25 points de vie. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on a. Votre leader, c'est vraiment une bébite spéciale, là. Le leader, vous allez le mettre en jeu là, horizontalement comme ça, là, mais le leader peut être flippé puis être mis comme ça, comme une unité. Là, on va y revenir, là. Mais au début de la game, vous allez toujours le mettre à l'horizontale comme ça, là, de son côté, si on veut, que moi j'appelle passif, là. C'est un côté où est-ce qu'il il est impliqué dans la bataille, là, mais il ne se salit pas les mains encore directement. Fait que vous devez toujours choisir un leader, vous devez toujours choisir une base, puis on va remarquer que sur ces deux types de cartes-là, là, je vais zoomer, là, sur ces deux types de cartes-là, il y a des icônes que le jeu appelle des aspects. Puis il y a 6 couleurs ou 6 types d'icônes, là. Fait qu'il y a bleu qui veut dire vigilance, il y a rouge qui veut dire agression, il y a beige là, qui est comme celui-là ici qui veut dire héroïsme, vert pour command, orange pour cunning, puis noir pour villainy. Puis c'est peut-être la première et la dernière fois que je les nomme, là, mais j'ai bel et bien l'impression qu'au fur et à mesure qu'on va jouer, là, on va appeler ça rouge, puis on va appeler ça orange, puis on va appeler ça noir, peut-être en l'honneur des couleurs de Magic, puis parce que c'est plus vite, là. Puis, mais en tout cas, moi, j'ai de la misère à ce que ça me rentre dans la tête. Rouge, agression, ça va bien, là. Mais tu sais, bleu, vigilance, vert, command, à un moment donné, ça va peut-être rentrer, là. Mais en tout cas, pour l'instant, je réfère à ça avec plus par les couleurs qu'autre chose, là. La somme des trois icônes. Fait que pour l'instant, tous les leaders ont deux icônes, toutes les bases ont une icône. La somme de ces trois icônes-là, ça détermine essentiellement les types de cartes que vous allez pouvoir avoir dans votre deck. Parce que là, vous me voyez venir, encore là, ça réinvente pas la roue, là, mais toutes les cartes ont certaines icônes dessus. Puis si vous ne voulez pas être pogné pour payer des pénalités quand vous jouez ces cartes-là, les cartes normalement que vous avez dans votre deck devraient avoir les icônes que vous avez là. Puis vous devez respecter aussi la quantité. Fait qu'autrement dit, il existe des bases qui donnent une icône orange que j'aurais pu jouer avec Boba Fett. À ce moment-là, j'aurais été considéré comme ayant une icône noire puis deux icônes oranges. Puis c'est quand même hot parce qu'il y a des cartes qui ont deux icônes oranges dessus. À date, le maximum d'icônes qu'il y a sur une carte, c'est deux. Il y a des cartes qui en ont une, puis il y a des cartes qui en ont pas pantoute, qui sont considérées neutres, puis que vous pouvez colisser dans n'importe quel deck sans avoir aucune pénalité. Mais tout ça pour dire que dans un cas comme ça, si j'ai une carte avec une icône verte dans mon deck, quand je vais vouloir la jouer, elle va me coûter deux ressources de plus. Fait que c'est crissement pas optimal. Il faut vouloir Amnesty pour faire un détour comme ça, là. Même dans le Core set là, qui est sur le bord de sortir, le Spark of Rebellion, avec la combinaison de trois icônes, vous avez du choix en masse, là. Moi, j'ai fait un deck, là, tu sais, puis j'ai eu l'embarras du choix, là. Tu sais, il y a des jeux de cartes que le premier set qui sort, il y a à peu près rien. Puis Chris, quand vous checkez une combinaison comme ça, bon ben, est obligé de jouer ça, est obligé de jouer ça. Mais là, faites-vous-en pas, vous avez de la variété quand même en masse, même avec une combinaison de trois icônes de même. La taille du deck, c'est 50 cartes avec un maximum de 3 cartes, 3 copies de la même carte finalement. Puis ça, c'est hot. Encore là, si on compare à d'autres affaires, tu sais, là, vous allez dire, ah, Magic, Marco, c'est 60 cartes. Ouais, mais Magic, c'est 60 cartes,
mais vous avez droit à 4 copies de la même carte. Puis surtout, dans Magic, vous devez fournir des lands, des terrains. Puis en moyenne, dans un deck de 60 cartes, c'est 24 lands. Fait que quand on enlève ça, que les lands pour générer du mana, ça vous donne l'équivalent de 36 cartes différentes. À 4 copies par carte, vous pourriez avoir, hypothétiquement, dans un deck de Magic, seulement 9 cartes différentes, là, comme telles, en créature, puis en spell, puis en waydon. Tandis que là, ces 50 cartes-là, c'est 50 vraies cartes, unités, événements, upgrade, des vraies cartes qui vont s'en venir en jeu, puis qui vont être jouées, là, pas juste des cartes qui vont vous donner des ressources. Puis en limitant ça à 3 copies chaque, là, ça fait à peu près, ça peut faire 16-17 cartes différentes. Fait que beaucoup de variétés, on aime ça. Euh, Puis bon, évidemment, dans la conception de votre deck, vous essayez de vous watcher un petit peu là, au niveau là, des aspects là, qui sont les icônes présentes sur les cartes, là. Vous déterminez un joueur aléatoire qui va commencer avec l'initiative, là, puis là, faites pas trop attention au format des marqueurs. J'ai ramassé des marqueurs sur le web là, pour crisser dans mon module le plus rapidement possible. Le joueur choisi au hasard décide s'il commence avec l'initiative, ce qui, d'après moi, va arriver 90% du temps, ou s'il préfère que son adversaire commence avec l'initiative. Ensuite, évidemment, vous brassez votre deck, vous pigez 6 cartes. Le mulligan, le fameux mulligan, si votre main de carte initiale ne vous dit rien qui vaille, vous avez droit à un mulligan, puis dans ce jeu-là, ça consiste à reprendre vos 6 cartes, les recolisser dans votre deck, rebrasser les 50 cartes, puis repiger 6 nouvelles cartes, mais en fait, qui peuvent inclure des cartes que vous aviez pigées dans votre première main. Puis cette deuxième main de carte-là, ben prête, pas prête, vous y allez, là, c'est ça les règles de mulligan dans ce jeu-là. Puis ensuite, vous allez choisir parmi ces 6 cartes-là, 2 cartes que vous allez mettre en ressources. Fait que le principe de ce jeu-là, c'est exactement comme quel autre petit jeu qui marche de même, là? VS System marchait comme ça. L'Orcana, je pense, marche comme ça aussi avec l'encre ou je sais pas trop quoi, là. Mais bref, n'importe quelle calice de carte que vous avez dans votre main, vous la prenez, vous la crissez face down ici, là, en arrière de votre base, là, puis ça va être considéré des ressources que vous pouvez utiliser pour payer pour des cartes. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de land, il n'y a pas de principe de Ah, calice, ça me prend du rouge, puis j'en ai pas, là, comme on a vu dans Magic. Là. S'il y a de quoi, c'est peut-être le défaut d'origine de Magic qui l'a suivi tout au long de son existence. Là. Puis la plupart des autres trading card games là, font des hosties de grands pas pour éviter ce piège-là. Là. Fait qu'essentiellement, vous checkez pas trop ma main là, pour l'instant. Ben en fait, oui, voici une main typique de 6 cartes que j'aurais pu piger. Puis là, je pourrais me dire, par exemple, une grosse crise de cartes, on s'entend l'empereur Palpatine, là, ça c'est son coup, là. Grosse primeur. Fait qu'il coûte 8. Fait que tu sais, je suis pas paré de le jouer. Fait que ça, c'est une carte potentielle que je pourrais flipper. Puis admettons Fifth Brother aussi pour une raison X. Je vais le mettre en ressources au début. Fait que là, je vais les flipper face down à ce moment-là, ces cartes-là. Je vais venir les crisser en arrière de ma base. Puis ça, c'est des ressources. Vous aurez deviné qu'au fil de la game, vous allez en accumuler de plus en plus pour être capable de payer pour vos cartes qui coûtent de plus en plus cher. C'est le fameux ramping qu'on voit là, dans ces jeux-là, là, qu'on commence modeste au début avec des petites unités, puis à mesure que la game avance, on a de plus en plus de ressources ou de mana dans le cas de Magic, puis on est capable de se payer des unités de plus en plus fortes. Là. Fait que vous allez avoir 4 cartes en main, c'est ça qui va vous rester pour commencer la game. Quand ça commence, fait qu'une fois que les deux joueurs ont fait ça, en commençant par le joueur qui a l'initiative, le joueur fait une et une seule action. Ça, c'est un principe qu'ils ont ramené de Star Wars Destiny qui est vraiment excellent. Plutôt que de faire comme dans Magic, je joue mon hostie de tour au complet, je paye, je joue 4-5 cartes, j'attaque, hostie, puis en donc, je fais toutes mes affaires, puis après ça, c'est à toi. Là, je fais une action, tu fais une action, je fais une action, tu fais une action. Fait que non seulement qu'est-ce que je veux faire dans le tour, ça devient important, mais aussi dans quel ordre je veux le faire. Comment pressant que c'est d'attaquer avec cette unité-là, parce que si j'attaque pas tout de suite, lui va peut-être m'attaquer, puis là, je vais perdre cet avantage-là. Est-ce que ça presse de jouer cette carte-là, oui ou non? Fait que le séquencement de vos actions fait partie du Decision Space, puis ça, j'adore ça, là. Comme je dis, il y avait ça dans Star Wars Destiny, puis c'était une grosse, grosse partie de la stratégie. Là. Fait que bon, là, si on dissèque une carte un peu plus, là, fait que voici une unité.
son coup en haut à gauche. Voici les aspects de cette carte-là. Fait que, tu sais, rouge et noir, dans mon cas, je peux jouer ça sans que ça me coûte de pénalité. Voici son power, essentiellement son attaque, ses HP, ses points de vie. Voici ses traits, donc des classiques. Il n'y a pas de règles inhérentes associées à ça, mais vous allez avoir des cartes qui vont référer à des Imperial Units, à des Trooper Units. Puis voici une belle place blank dans le cas du Death Star Stormtrooper, où il pourrait y avoir des habiletés, des keywords. Comme je dis là, on réinvente crissement pas la roue par rapport à ça. Les unités sont associées à deux arenas, c'est comme ça qu'ils appellent ça dans le jeu. Ground, donc des unités au sol, puis des unités dans l'espace. Et le jeu recommande, dans le fond, branchez-vous, puis entendez-vous avec votre adversaire. Là. Ici, ça va être le ground, puis ici, ça va être le space. OK? Fait que toutes mes unités de ground, j'écris là, puis toutes mes unités de space, j'écris l'autre bord. Quand vous jouez, bon, n'importe quelle carte, puis vous payez son coût, ben là, vous ne serez pas trop dépaysé. Là, vous allez exhauster, vous allez taper des ressources. Fait que le Death Star Stormtrooper, il coûte 1. Pour le jouer, je paye une ressource, je le pogne, puis je le calisse en jeu, puis je le calisse en jeu exhausted. Fait que, tu sais, au lieu de dire, comme Magic, quand vous venez de jouer une unité, là, elle est un petit peu dans vap puis dans brume, puis elle peut pas attaquer tout de suite, puis elle peut pas taper ou exhauster tout de suite. Ben, dans ce jeu-là, ça vous dit, par défaut, les unités que vous jouez sont exhausted. Fait que, par définition, ils pourront pas attaquer. Parce que pour être capable d'attaquer, il faut qu'il soit ready, il faut qu'il soit droite, là. Fait que c'est comme ça que ce jeu-là a réglé le cas, là. Bon, fait qu'ici, même principe, on voit une petite habilité qu'il y a là. Fait que ça, c'est pour les unités de ground et de space. Vous avez des événements qui, évidemment, ne sont pas associés à ground ou à space, qui ont quand même un coût, qui ont quand même des icônes d'aspect, qui peuvent quand même avoir des traits. Évidemment, ce qui caractérise un événement, c'est qu'il exclusivement, il ne reste pas en jeu, c'est que c'est un effet qui arrive, c'est très éphémère, c'est un one-shot. Fait que vous suivez le texte qu'il y a ici, puis après ça, l'événement s'en va dans votre défausse. Puis le jeu vient avec des upgrades. Des upgrades, c'est placé systématiquement sur des unités. Encore là, vous avez un coup, vous avez des aspects, toute la même astuce d'affaires. Vous allez avoir des plus ici. Les upgrades vont venir modifier les valeurs d'attaque puis les valeurs de points de vie des unités sur lesquelles ils sont attachés. Des fois, il y a des restrictions, comme évidemment un lightsaber, on ne calisse pas ça sur un vaisseau ou sur un véhicule. On crée ça sur un bonhomme. Puis des fois, vous allez avoir des petites habilités additionnelles. C'est comme si la unit attachée est Darth Vader dans ce cas-là, vu que c'est le lightsaber de Vader, vous avez une petite habilité additionnelle. Fait que normalement, on va venir prendre l'upgrade, puis on va venir le toquer. Là, je vais recréer, c'est lui ready. Là. Mais on va venir le mettre comme ça, ou quand il y a une habilité, on va peut-être le mettre comme ça. Là. Fait qu'on vient stacker les affaires. Fait que là, j'ai un hostie de Death Star Stormtrooper avec le lightsaber de Darth Vader qui fait 6 d'attaque puis qui a 2 points de vie. OK? C'est possible. Le petit symbole qu'on voit à côté du lightsaber, du nom de la carte, là, Vader's Lightsaber, là, c'est un symbole, ça aussi c'est un classique. Cette carte-là, elle est unique. C'est le lightsaber de Darth Vader. Puis tous les personnages nommés. Fait que vous pouvez avoir plusieurs Death Star Stormtrooper, mais vous ne pouvez pas avoir plusieurs copies de la même carte de Darth Vader, évidemment. Fait que si j'avais 2 upgrades de Vader's Lightsaber, c'est une seule à la fois en jeu. Sinon, quand j'en joue une, je suis obligé d'en péter une des deux. Là. Règle classique encore là de carte unique. Première parenthèse peut-être d'une longue série, là, mais tu sais, fait que c'est fucké. Fait que oui, vous pouvez avoir, puis là, vous allez dire, ah, Marco, toi qui aimes le thème, puis honnêtement, si j'ai rien à répondre à ça, là, traitez-moi de sans dessin. Puis that's it, vous avez gagné. Mais oui, vous pouvez avoir Luke Skywalker qui se bat contre Luke Skywalker. C'est ce qui est cave pour beaucoup de raisons. Vous pouvez avoir des gentils qui. Non seulement vous pouvez avoir des gentils qui se battent contre des gentils, ce que vous pouvez peut-être expliquer par un univers parallèle où tu sais de Ah, il a trahi la résistance ou blablabla. Mais pire que ça, vous pouvez avoir Luke Skywalker qui se bat contre Luke Skywalker. OK? Et même, là, j'ai Luke Skywalker, le leader, mais je pourrais avoir. Il existe une carte d'unité Luke Skywalker aussi potentiellement. Puis tant que ce n'est pas l'exacte même copie de la carte, je peux l'avoir en jeu. Ça, à la limite, ça s'explique. Là, ça dit Luke Skywalker est sur, en fait, il est sur 2 missions à la fois, ou peu importe. Là. Mais bref, il n'y a pas de concept que vous vous faites un deck. Il y avait ça dans un autre trading card game de Star Wars. Là, vous aviez des decks du light side puis du dark side. Là, maintenant, c'est n'importe quoi sti contre n'importe qui. Là.
Fait que c'est bon, j'avoue qu'au niveau du thème, il y a probablement certains match-ups qu'on aurait un petit peu de difficulté à s'expliquer, là. Fait que jouer une carte, c'est une action. Alors, si je joue, là, on va rewinder un petit peu, là. Mais tu sais, si je décide, je paye, je joue le Death Star Stormtrooper, il arrive exhausted, that's it. Même s'il me reste une ressource, même s'il me reste des cartes, c'est à mon adversaire. Fait que là, mon adversaire, dans ce cas-là, pourrait, lui, parce que c'est la deuxième action possible, peut attaquer avec une de ses unités qui est ready. Puis évidemment, par défaut, les unités du sol attaquent les unités au sol, les unités dans l'espace attaquent les unités dans l'espace. Une unité doit être ready pour être capable d'attaquer. Elle va s'exhauster si elle attaque. Fait que, typiquement, à moins d'habilité spéciale, les unités vont attaquer seulement une fois par tour. Quand une unité attaque, elle fait son dommage et elle reçoit du dommage simultanément. Le défenseur n'est pas passif. Le défenseur inflige son dommage aussi. Puis contrairement à Magic, le dommage dans ce jeu-là, genre, c'est permanent jusqu'à temps que vous puissiez peut-être guérir des unités, mais le dommage s'en va pas à la fin du tour comme dans Magic. Fait que tout n'est pas perdu si les gardes Gamorrean attaquent mon Death Star Stormtrooper. Oui, ils vont le tuer, mais pas avant que mes Death Star Stormtroopers leur aient fait 3 points de dégâts, dans lequel cas on viendrait colisser ça ici pour se rappeler qu'eux autres ont 3 points de dommage. Fait qu'ils sont à 1 point de dommage de crever quand même. Puis c'est pas comme dans Magic encore là, quand vous attaquez, vous choisissez votre cible, en autant que vous soyez dans le bon arena. Fait que tu sais, là j'ai les Gamorrean Guards, j'attaque, je décide d'attaquer les Death Star Stormtroopers, donc c'est moi qui décide qui j'attaque. OK, c'est pas je déclare mon attaquant avec qui tu veux défendre. Non, non, je cible quelqu'un quand je déclare une attaque. L'autre affaire que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez attaquer, plutôt que d'attaquer une unité, vous pouvez, parce que c'est ça le but quand même, vous pouvez attaquer la base de l'adversaire. Et là, à ce moment-là, vous allez faire, comme par exemple, les gardes ici vont faire 4 points de dommage sur la base. Fait que la base drop de 25 à 21, on peut crisser du dommage dessus, comme n'importe quelle unité. Puis je rappelle que ça, c'est le but ultime d'envie. Mais là, vous allez être déchiré dans tous les jeux de même, sans exception. Euh, L'importance de contrôler le board. Si vous attaquez tout le temps la base comme un ninja, puis que vous laissez l'adversaire bâtir ses unités, bien, à un moment donné, vous allez peut-être vous retrouver dans le trouble. OK? Fait qu'il y a toujours le dilemme quand vous attaquez, est-ce que j'attaque la base ou est-ce que j'attaque les unités? Autant les unités de l'espace que les unités de ground peuvent attaquer vraiment la base. L'autre chose, troisième type d'action que vous pouvez faire, c'est d'utiliser une action. Vous avez ici un exemple d'action sur Luke Skywalker, fait qu'il y a une action sur sa carte de leader. Vous avez le coût de l'action entre brackets. Fait que dans ce cas-là, ça coûte une ressource, puis il faut que je tape, il faut que j'exhauste Luke Skywalker, puis je peux donner un token de shield à une unité héroïque que j'ai joué cette phase-là. Donc ça compte comme une action. Après avoir fait ça, ça va être tout de suite autour de mon adversaire. Mais c'est pas considéré une attaque, c'est pas considéré de jouer une carte, c'est d'utiliser une action finalement existante sur une des cartes que vous avez en jeu. Quand on va arriver plus vers la fin du tour, l'action que vous allez faire, dans le fond, le premier joueur que, typiquement, là, le premier joueur qui n'a plus rien à colisser, son ultime action qu'il va faire, c'est que ça s'appelle de claimer l'initiative. Donc, il va venir prendre le marqueur d'initiative, puis s'il ne l'avait pas déjà, il va le colisser de son bord. Ce qui va lui permettre de commencer au prochain tour. Puis on flippe le marqueur d'initiative à ce moment-là pour dire que c'est fait. Le joueur qui claim l'initiative ne peut que passer jusqu'à la fin du tour. Puis le tour se termine quand les deux joueurs ont passé successivement. Fait que, il va toujours avoir un joueur soit qui a moins d'unités, moins de ressources, moins de ci, moins de ça, ou qui a joué une grosse crise de cartes qui a coûté toutes ses ressources. Puis là, il n'y a plus rien à faire. Fait qu'au moins, dans ce temps-là, vous savez que vous allez être les premiers à commencer au prochain tour. Mais une fois que vous avez fait ça, votre adversaire sait que vous n'avez plus de trucs dans votre sac à malice, puis vous allez être obligé de passer jusqu'à la fin du tour. Fait qu'il n'y a pas. C'est pour ça, là, je reviens là-dessus. Pourquoi c'est quand même pas pire en play by email? Contrairement à Magic, il n'y a, a pas beaucoup d'interruptions. Fait que c'est à moi, je fais mon action. C'est à toi, tu fais ton action. Il y a très peu d'affaires qui vont triguer, là, tu sais, pendant. Oh, peu tu m'attaques, ben là, je joue ça en réponse. C'est Magic, hostie, c'est le festival
des stops, là, style, bon, ben, tu déclares tes attaquants, attends, je peux faire de quoi? Je déclare mes bloqueurs, attends, je peux faire de quoi? On deal le dommage, attends, je peux faire de quoi? Dans ce jeu-là, je t'attaque, pouf, on résout l'attaque, typiquement, il n'y a rien. Je peux pas, pendant une attaque, jouer 3-4 événements de ma main pour booster quelqu'un. Si je veux booster quelqu'un, je vais jouer un événement, ça va me coûter une action, mon adversaire le voit venir. Fait que j'aime ça, c'est intéressant comme patente, puis mais pour le play by mail, évidemment, ça rajoute beaucoup. Quand les deux joueurs ont passé successivement, on arrive à la phase de regroupe. À la phase de regroupe, les deux joueurs pigent deux cartes de leur deck. Intéressant. Et les deux joueurs ont l'option ou non de jouer une ressource de plus. En même affaire, en prenant une carte de leur main, la crissant face down, puis la mettant dans leur rangée de ressources. C'est comme ça qu'on va ramper up tranquillement, pas vite, à coup d'une ressource par tour. Puis après, une fois que ça c'est fait, on ready tout le monde, on ready toutes les ressources, on ready toutes les unités. On start un prochain tour en commençant par le joueur qui a l'initiative, qui va reflipper ça, parce que là, le token d'initiative peut être ramassé à ce moment-là par quelqu'un. Puis that's it, on roule de même jusqu'à temps qu'il y ait une base qui soit pétée. Le premier joueur qui pète la base de l'autre, gagne. La petite note sur les leaders, tous les leaders, fait qu'ils ont une unité, bon, ils commencent comme je disais sur leur côté que moi j'appelle passif. Fait qu'on a Boba Fett ici, par exemple, qui dit là, à chaque fois qu'il y a un. C'est un trigger, ça, finalement. Là. À chaque fois qu'il y a une unité ennemie qui quitte le jeu, je peux décider d'exhauster Boba Fett. Puis si je décide de le faire, je peux radier une ressource. Je peux remettre une ressource droite. Donc ça, c'est son habilité. Mais toutes les leaders vont voir ce qui est écrit en dessous, une action épique. Une action épique, c'est une action que vous pouvez utiliser seulement une fois par game. Et tous les leaders ont comme action épique quand vous contrôlez un certain nombre de ressources, si vous voulez, ça compte comme une action pendant votre tour, là. Mais comme action épique, vous pouvez déployer ce leader-là. Et là, à ce moment-là, vous prenez le leader et j'aime dire temporairement. Temporairement, il devient vraiment une unité. Là. Fait que là, il y a du power, il y a des HP. euh, là, il peut attaquer soudainement. Puis quand vous décidez de faire ça, même si le leader était exhausté, si vous le déployez, il revient ready, vraiment prêt à se battre. Puis là, après ça, ici, il attaque, il va exhauster comme n'importe quelle unité. La seule différence d'un leader, c'est que s'il est defeated, s'il y a une carte indique de le prendre, de le colisser sur le top d'un deck, en dessous d'un deck, de le remover from the game, de le pitcher au bout de vos bras, vous allez le prendre, puis vous allez venir le recrisser ici en passif. Et là, dans le fond, il ne reviendra pas comme unité jusqu'à la fin de la game. Puis ça aussi, il y a un petit icône, il y a un petit token pour signifier ça, là, pour dire son action épique a été utilisée. Et pour l'instant, il y a aussi des bases qui ont des actions épiques. Je suis certain qu'à terme, il va y avoir des unités qui vont avoir des actions épiques. Mais cette base-là, elle a moins de points de vie. Par contre, elle a une action épique de faire 3 de dommages à une unité qui n'est pas un leader puis qui est endommagée. Même principe, une fois que j'ai utilisé ça, je vais venir mettre un petit token comme ça pour dire que ça peut plus être utilisé du reste de la game. Fait que les leaders, c'est intéressant. Il y en a qui peuvent être déployés seulement quand vous avez 7 ressources, 8 ressources. Il y en a que c'est plus tôt, plus tard. Très intéressant. Quand est-ce que vous décidez de faire ça? Puis qu'est-ce que ça va colisser? Puis à date, tous les leaders s'en vont du côté du ground. C'est d'ailleurs une autre petite affaire thématiquement que j'ai un petit peu de misère, mais en tout cas, euh, dans le fond, là, si je check les unités, là, tu sais, les amiraux, là, tu sais, Amiral Akbar, c'est une ground unit. Tu sais, je comprends qu'Amiral Akbar, il a deux jambes, puis il marche, puis qu'il n'est pas en lui-même un vaisseau, là. Mais tu sais, je veux dire, dans les films de Star Wars, quand est-ce que vous avez vu Admiral Akbar courir sur le sol puis tirer partout, tu sais? Fait que pour moi, que que les amiraux, les grands commandants des vaisseaux soient des ground units, on dirait que je suis pas certain, là. Et souvent, des fois, ils vont avoir des habiletés qui peuvent influencer les unités dans l'espace, là, mais quand même, je trouve ça weird que ces unités-là soient considérées des ground units. Mais enfin. Puis je m'en voudrais de vous laisser sans passer à travers. euh, En fait, ouais, il y a deux. Le jeu vient avec ce qu'il appelle deux tokens qui prennent la forme de cartes, quand même, dans le jeu physique. Fait qu'il y a des tokens d'expérience. Fait que vous allez avoir beaucoup de cartes qui vont dire, mettons, donne un token d'expérience à une autre unité, donne deux tokens d'expérience à deux unités différentes. Un token d'expérience, dans les faits, c'est considéré comme un upgrade. On voit que ça donne plus un d'attaque, plus un de points de vie.
Par contre, c'est un token. Fait que comme dans Magic, c'est pas une carte que vous allez recrisser dans votre deck, que vous allez rebrasser, que vous allez défausser. Si le token prend le bord, vous prenez le token puis vous le mettez de côté. Le seul autre token qui est disponible dans le set de base, c'est le Shield. Fait qu'il donne comme tel plus 0 d'attaque, plus 0 de défense. Par contre, c'est écrit que euh, le Shield essentiellement vous permet d'ignorer les premiers dommages que vous allez recevoir. Fait que si mon Death Star Stormtrooper de tantôt avait eu un Shield, quand il s'est fait attaquer par les Gamorrean Guards, même si les Gamorrean Guards font 4 de dommages, le token de shield dit dans le fond, là, quand vous recevez du dommage, vous défaussez le shield et vous ignorez tout ce dommage-là. Fait que dans ce cas-là, le token aurait pris le bord, mais mes Death Star Stormtroopers sont indemnes et ont quand même infligé leurs 3 de dommages aux Gamorrean Guards. Maintenant, ce ne serait pas un TCG sans des keywords. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a 7-8 pour commencer. Je les passe rapidement. La majorité des cartes à côté du keyword qui est toujours en rouge, il va y avoir de la place dans la boîte de texte pour que le jeu vous écrive ce qu'on appelle du reminder text, un rappel de qu'est-ce que ça crisse dans vie. Mais c'est pas tout le temps le cas. T'sais, vous voyez ici le Devastator, qui a quand même pas mal de texte dessus. Fait que lui, c'est juste écrit Sentinelle puis Overwhelm. Fait que vous devez le jeu assume que vous allez vous référer aux règles au début si vous ne vous rappelez pas qu'est-ce que ça fait déjà Sentinelle puis qu'est-ce que ça fait déjà Overwhelm. Mais comme vous voyez, la majorité des cartes vont voir entre parenthèses la signification du keyword. Fait que ça ajoute beaucoup à la stratégie. Fait que Sentinelle, tant que vous avez une unité avec Sentinelle dans un arena, les unités ennemies sont obligées d'attaquer cette unité-là. Ils ne peuvent pas attaquer votre base ou ils ne peuvent pas attaquer d'autres unités qui n'ont pas Sentinelle. Dans le fond, c'est l'équivalent de Guard dans certains TCG ou de Taunt si vous avez joué à Hearthstone de Blizzard. Là. Fait qu'une unité avec Sentinelle, elle protège les autres, autrement dit, puis elle protège votre base. Tant qu'il y a des unités avec Sentinelle, votre adversaire n'a pas le choix d'attaquer ces unités-là. S'il y en a plusieurs, il choisit parmi les unités Sentinelle, mais il ne peut pas les bypasser pour attaquer la base, puis il ne peut pas les bypasser pour attaquer d'autres unités. Vous avez évidemment de quoi qui contredit ça. Saboteur, alors quand cette unité-là attaque, elle peut ignorer Sentinelle. Une unité qui a Saboteur se calisse de Sentinelle, peut attaquer la base pareil, peut attaquer euh, d'autres unités qui n'ont pas Sentinelle quand même. Et avant même de faire son dommage, elle peut décalisser toutes les shields du défenseur. Alors elle décalisse les shields du défenseur, puis après ça, on va se faire notre dommage normalement. Restore X, restore suivi d'un chiffre. Quand cette unité-là attaque, vous healez X de dommages de votre base. Alors, ça permet de guérir la base qui s'est peut-être faite amocher. Embuscade, ambush, quand vous jouez cette unité-là, si vous voulez, vous pouvez la mettre ready puis attaquer une unité ennemie tout de suite. Alors, plutôt que de la jouer exhausted, une unité avec embuscade, vous pouvez la jouer, la mettre ready, puis attaquer tout de suite. S'il n'y a pas d'unité ennemie à attaquer, ou si vous décidez de ne pas attaquer, c'est bien de valeur, mais elle reste exhausted. Donc, pour faire son attaque, vous devez la faire comme right now, ce qui peut quand même être une surprise assez intéressante. Overwhelm, c'est l'équivalent de Trample dans Magic. Alors, quand vous attaquez une unité ennemie, le dommage excédent s'en va sur la base de l'adversaire. Fait que si le ATST qui est ici avait attaqué mes petits Death Star Stormtroopers qui ont juste un minable point de vie, fait qu'elle a 6 de power, fait qu'elle fait 1, c'est suffisant pour tuer les Death Star Stormtroopers. Puis le 5 excédentaire s'en va sur la base. C'est potentiellement fort en crise. Là. Grit, l'unité a plus 1 d'attaque et plus 0 d'HP, donc plus 1 d'attaque essentiellement pour chaque dommage sur elle. Fait qu'elle est choquée dans les faits. Là. Euh, Fait que dans le cas de lui, là, il y a 5 points de vie. Fait que s'il y avait 4 points de dommage, quand il attaque, non, même pas, ça, Grit, c'est même pas quand tu attaques, ça, c'est Raid. Fait que Grit, c'est en tout temps. Fait que lui, s'il y a 4 points de dommage sur lui, là, il est considéré dans les faits comme étant 6 et 5. Shielded, c'est tout simplement que quand l'unité arrive en jeu, vous lui coalissez un token de shield. Raid X, Raid aussi va être suivi d'un chiffre, là, fait que cette unité-là a plus 2, plus 0 quand elle attaque. Et là, c'est important, quand elle attaque. Fait que si le Cantina Braggart se fait attaquer par mon adversaire, il est considéré malheureusement comme ayant 0 de power. Mais s'il attaque, il est considéré comme étant 2-3. Puis les keywords avec des chiffres, pour l'instant, Raid et Restore.
Si vous avez des upgrades, comme lui, s'il y avait un upgrade qui donnait Raid 1, ben là, il est considéré comme ayant Raid 3 au total. Puis comme je disais, ben, vous pouvez avoir des unités qui ont plusieurs keywords, puis là, à ce moment-là, le jeu n'a pas le luxe, n'a pas l'espace pour mettre le reminder text, donc c'est quand même important de les connaître, ces keywords-là. Puis tu sais, les Quick Start Rules, vous allez passer à travers, puis je suis certain, comme je disais, qu'il y a du monde qui ont expliqué le jeu en 10 minutes, là. Les Quick Start Rules, vous allez passer à travers, ça va être une peanut. Mais un peu comme, comme Magic, puis ça va grossir avec le temps, c'est quand même pas mal moins pire, là. Mais le jeu vient avec un livre de règlement quand même de complet de 56 pages. OK? Mais là, vous allez avoir toutes les crises de timing, puis les petites gugus, puis les petites. Tu sais, là, alors voici comment on résout une attaque, là, mais là, c'est calissement décortiqué. Là. Moi, je suis allé rapidement, là, mais tu sais, bon, ben, vous déclarez, après ça, vous faites ci, puis là, après ça, ça trigue, tu sais, puis c'est généralement des affaires dont vous pouvez vous calisser pour votre première game. Mais quand il arrive des cas limites de oh, Chris, cette unité-là avec cette unité-là, puis cet événement-là, c'est quoi l'interaction? Mais normalement, c'est là que la grande encyclopédie des règles peut venir à votre rescousse. Dans le cas de Magic, je pense que c'est rendu un document ça d'épais, là. Mais bon, pour l'instant, c'est modeste quand même dans Star Wars Unlimited. Mais comme je dis, ça risque de grossir avec le temps au fur et à mesure que des keywords vont s'ajouter, puis tout ça. Là. Puis je suis convaincu que même Fantasy Flight Games, avec tous leurs playtests, ils ont pas tout pogné. Là. Fait qu'attendez-vous que ce document-là soit très évolutif au début, au fur et à mesure qu'il y a des milliers de games qui vont être joués, puis que le monde va arriver dans des hosties de situations pas possibles que les playtests n'ont pas réussi à sortir. Voilà, je ne sais pas, un playthrough de ça, ça vous intéresse-tu? Je commence ma game là, avec mon ami Rami. Là. Nos decks sont prêts, hostie, on est setupé dans Vassal. Un petit playthrough pour voir une coupe de cartes en action. Peut-être pas nécessairement le faire au complet, là, mais passer à travers. De toute façon, faire un playthrough de ça en playback, ça sera pas si long que ça, si je pense à ça. Là. Fait qu'en tout cas, je vais peut-être faire ça quand même pour vous donner plus une idée du gameplay. On verra. Fait que si vous avez aimé quand même, au cas où ce soit le dernier vidéo, si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, il y a plein d'autres playlists semblables sur la chaîne. À plus!